Bonjour et merci pour être ici. Bon, je ne vais pas parler vraiment de la BD et je vais me concentrer sur la transmédialité, mais en essayant d'analyser la transmédialité comme une nécessité cognitive. Et bon, on va voir, je crois qu'on a des points communs avec Semir. Et quand on pense au terme transmédialité, on doit faire référence, on pense directement à Convergence Culture de Henry Jenkins. Et surtout dans le titre du troisième chapitre, Searching for the Origamic Unicorn, The Matrix and Transmedia Storytelling. Parce que là, on a commencé à définir les bases conceptuelles du phénomène de la transmédialité. C'est ici que le terme transmédialité apparaît et pour la première fois, et c'est ici que l'auteur désigne comme d'une certaine façon formelle un type de contexte médiatique dans lequel la technologie numérique est pleinement assimilée. Et je crois vraiment qu'il y a, comme on disait Semir, que c'est vraiment la technologie est là, elle joue un rôle essentiel pour définir la transmédialité, parce que si vous pensez, on avait déjà quelques théories aux tentatives de mettre en lumière l'existence d'un phénomène de convergence des médias et de transmédialité. Il s'agissait de théories qui analysaient comment de nouvelles structures commerciales étaient capables de se placer entre les divers médias, ou bien des théories qui mettaient en évidence un certain phénomène intermédial qui était une sorte d'épistème, une évolution créatrice dans le domaine de l'art. Mais ce qui, à mon avis, regroupe toutes ces approches théoriques est que dans chaque d'entre elles, il y a la prise de conscience d'être dans un contexte technologique différent par rapport au passé. Chaque analyse proposait ou prévoyait l'établissement d'une relation complètement différente entre la technologie et les êtres humains. La machine était entrée à faire partie du processus créatif et l'homme devait établir des relations avec la machine. Et c'est précisément ce phénomène qui serait la base du développement du concept de transmedia storytelling de Jenkins. On peut voir ici dans la citation que je vous amène du chapitre, troisième chapitre de cette œuvre. Dans cette citation, nous pouvons déjà mettre en évidence quelques caractéristiques narratives, selon Jenkins, représentent des fondements du phénomène de transmédialité. Si nous regardons bien, Jenkins ici, il souligne que l'intégration des textes multiples pour créer la narration, une narration qui devient si longue qu'il ne peut pas être contenue dans un seul médium. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et parce qu'on va voir qu'on commence à briser, d'une certaine façon, les médiums à travers cette nécessité. Le fait que la narration, Jenkins souligne aussi que le fait que la narration n'est plus conçue comme linéaire ou fermée, mais que sa construction se déploie sur plusieurs temps diégétiques, ceci représentant des lieux d'entrée dans l'espace narratif. Alors on commence et on va voir comment je vais structurer cette pensée, ou comment je comprends que Jenkins arrive à cette pensée. C'est l'espacialisation de la narration. On commence à voir d'une certaine façon la narration comme une pure organisation spatiale, si on pense aux médias audiovisuels. Non? Et troisième point, c'est Jenkins remarque aussi que ce type de narration sur laquelle porte son analyse répond au type d'entertainment ou bien de spectacle de l'ère de l'intelligence collective. En effet, comme Pierre Lévy l'a théorisé en 1994, à l'époque de l'apparition de son célèbre ouvrage L'intelligence collective, la distinction entre auteur, lecteur, producteur, spectateur, créateur et interprète devient floue et s'estompe, et dans le but de développer un circuit expressif dans lequel chaque participant soutient l'activité et la participation des autres. Par conséquent, il est évident que le phénomène de la transmédialité, tel comme il a été conçu par Jenkins, dérive directement du développement de la technologie numérique, qui de façon progressive
permet la participation des spectateurs dans les processus créatifs, au moins laisse croire que la convergence médiatique qui peut dériver aussi d'une stratégie marketing est le résultat de la participation massive des consommateurs et des spectateurs. Alors, si vous vous rappelez de ça, j'ai pas le son. C'est l'histoire sans fin. Mon avis, cette transformation ne se produit pas de la même manière que dans cet extrait du film, non? La transformation où le spectateur, ou le lecteur commence à se sentir partie du processus créatif. Comme nous le montre Jenkins, dans le cas de Matrix, cette participation allait de la création d'expériences narratives dans le web, bande dessinée et en ligne, jeux vidéo en ligne, qui nourrissaient la narration du film et vice-versa. L'œuvre est vue comme un circuit où le spectateur devient ou bien en mesure de devenir un acteur du processus créatif, mais cette transformation c'est pas produit comme dans le cas de Bastien où dans 5 minutes il se rend compte qu'il est lecteur, qu'il est auteur et qu'il est personnage de l'histoire et qu'il est en train de lire. Cet extrait du film de l'œuvre de l'histoire sans fin, œuvre homonyme du roman Die Unendliche Geschichte de Michael Ende, que c'est vraiment un nom, j'ai découvert ça pendant que j'étais en train de voir Michael Ende qui écrit l'histoire sans fin. Et Bastien est un jeune garçon qui est en même temps lecteur, auteur et personnage. Alors, le phénomène de la transmédialité, je pense, elle a commencé à se montrer d'une certaine façon dans les années 60. Et surtout, je vois les premières analyses d'un phénomène de transmédialité dans l'œuvre de Umberto Eco, Opera Aperta, Louvre ouvert, en 1962. Parce que dans cette œuvre, Eco développe une analyse des narrations contemporaines et remarque que l'essence de l'acte narratif contemporain repose sur le rejet de la trame, sur le rejet de l'intrigue. Selon Eco, les narrations contemporaines semblent mettre en place une tendance progressive vers la dissolution de la trame, ce qui génère l'émergence de ce qu'Eco appelle des faits non essentiels, même des faits stupides dans la diégèse. Pensons par exemple aux faits vécus par Leopold Bloom dans les romans de Joyce. Pourtant, ces faits non essentiels sont essentiels dans la diégèse. Ils représentent un développement de l'intrigue et Eco affirme que c'est précisément grâce à la présence de ces faits apparemment non essentiels que l'on peut mettre en évidence le phénomène d'ouverture de la narration contemporaine. À ce point, je voudrais attirer l'attention et votre attention dans un chapitre de l'œuvre ouverte que Eco consacre à la télévision en direct. Dans ce chapitre, Eco met en évidence des particularités narratives de la pratique télévisuelle de son époque. Le premier point qu'Eco voit, c'est qu'avec la télévision en direct, le montage est simultané et improvisé, tout simplement en raison du fait que l'on est normalement en train de construire une narration ou une structure narrative d'un événement réel avec au moins 3 caméras. À ce propos, Eco remarque que l'improvisation dans la construction narrative de la télévision en direct est une tentative d'encaisser un événement chaotique dans une structure narrative. Par conséquent, il s'agit également d'une tentative d'établir des relations entre la vie qui est amorphe et la trame. Et le deuxième point, c'est que la trame, qui est d'après la vision aristotélicienne, était vue comme un ensemble organisé de faits dont le but c'était de générer les tragiques ou les faits narratifs qui se matérialisaient dans l'action, subit une importante transformation avec la télévision en direct, où, afin d'organiser et de structurer la trame,
les réalisateurs utilisent des formes récursives et utilisent des formes récursives analogues à certains éléments du jazz, comme les riffs. Le riff, comme un tir récursif, est utilisé pour organiser les chaos. D'ailleurs, Eco semble interpréter les chaos selon la perspective leibnizienne. Le chaos n'est pas compris comme désordre, mais comme une infinité de choix. Et alors, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce point. Mon ami, cette compréhension du chaos, le chaos comme possibilité d'ordre et comme infinité de choix, nous montre que, de manière implicite, Eco perçoit une nouvelle forme d'interactivité ou jouissance avec la narration. En effet, d'une part, le choix narratif n'est plus exclusif à l'auteur. Le spectateur entre à faire partie du processus créatif et cette participation du spectateur serait encore plus claire dans l'ère numérique que nous vivons maintenant. D'autre part, l'emploi des formulaires récursifs, à mon avis, éloigne peu à peu l'analyse de la création du sens à travers l'image en mouvement de la sphère de la linguistique et va approcher sa compréhension à une pure organisation spatiale. En effet, comme Gilles Deleuze et Félix Guattari les théoriseront quelques années plus tard, la récursivité représente un outil fondamental pour organiser le chaos, bien qu'il soit surtout un outil de territorialisation. Selon Deleuze, à travers la récursivité, et notamment à travers la ritournelle, on arrive à organiser un espace chaotique et on territorialise le chaos. Comme le font les peuples nomades ou l'enfant dans l'obscurité, qui, par la répétition de sa ritournelle, territorialise l'espace inconnu qui est un espace chaotique. Alors, depuis la création de... Je mettrai... Ça, c'est la fin de l'Eclisse Antonioni. Et qu'on remarque aussi que depuis la création de la télévision en direct, certains films ont commencé à briser la structure narrative classique afin de montrer aux spectateurs des événements sans lien dramatique avec la trame principale. Dans quelques films d'Antonioni, et notamment L'Aventura, La Notte et l'Eclisse, le spectateur peut trouver des scènes contenant une sorte de matériel narratif primaire qui génère l'illusion de voir une succession naturelle d'événements, une construction narrative très similaire à celle mise en place par la télévision en direct. Essayons maintenant de voir, à travers cette graphique, surtout cette partie, comment nous pouvons comprendre dans notre contexte technologique les phénomènes d'ouverture proposés par Eco. Si nous comprenons la narration comme une pure interaction entre les paradigmes et les syntagmes, où les paradigmes représentent des objets en absentia et les syntagmes des objets en presentia, nous pouvons proposer que l'ouverture est une extériorisation du paradigme. C'est-à-dire que des actions ou des objets que l'on plaçait normalement dans les paradigmes, qui étaient en absentia, commencent à être visibles ou être présents dans la narration. Pour utiliser une terminologie plus appropriée pour décrire notre contexte technologique, nous voyons une vraie extériorisation de la base de données à travers laquelle la base de données et l'interface devient un espace unique, hétérogène et multidimensionnel. Alors, dans cette scène, la scène finale de cette film d'Antonioni, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est 7 minutes où il se passe rien. C'est des plans vides où on attend, mais on attend qu'Alain Delon tourne, mais non, il n'arrive pas. L'extériorisation de la base de données a été un phénomène progressif, et notamment à cause du passage progressif de la technologie analogique aux vidéos et au numérique. Mais nous pouvons voir au moins 3 phénomènes particuliers qui se sont générés pendant ce processus dans les milieux de la narration audiovisuelle. Le premier phénomène que je vois, c'est le métafilm ou métacinéma. Il s'agit du soi-disant phénomène de réflexibilité de l'image
qui peut être identifié dans des mécanismes de citation ou des notes présentes dans quelques films des années, surtout des années 90. Nous pensons par exemple à The Player de Robert Altman, un film qui met en place un mécanisme de citation, à son tour montre au spectateur la façon dont les images font partie d'une constellation de films ou d'une base de données de ce style. Eco appelle ce phénomène dialogisme intertextuel et affirme que cela est l'un des effets de narration postmoderne. Un autre exemple est le système de citation de l'escalier d'Odessa dans Bananas de Woody Allen. C'est là. Cette citation ironique du topos fait appel aux connaissances du spectateur. En effet, le spectateur doit connaître les lieux originaux de chaque citation. À ce propos, il me semble important de remarquer que Eco, dans l'œuvre ouverte, met en évidence l'existence d'une certaine forme ou une nouvelle forme d'hypertextualité qui s'approche beaucoup plus à celle qu'on connaît, non? Dans notre contexte technologique. Parce qu'il utilise au Voltaire, David Voltaire, des années après, il va remarquer que l'hypertexte n'est pas topical, but topographique. Non? Alors, Eco il commence à voir aussi dans cette théorie une spatialisation de la narration. Nous pensons que cette territorialisation de la base de données résulte exclusivement de la possibilité de concevoir les structures narratives non comme une série linéaire des événements, comme dans la vision aristotélicienne, mais comme plutôt un espace construit par des événements isolés, un espace dans lequel le spectateur devient progressivement un user qui peut matériellement naviguer dans la base de données. Le deuxième point, c'est que le choix du temps diégétique n'est plus dans les mains du monteur. Il est possible d'affirmer que la prise de conscience du phénomène d'extériorisation de la base de données représente la base conceptuelle de quelques films de la dernière décennie du millénium. Nous pensons par exemple à The Pillow Book de Peter Greenaway et à Time Code de Mike Figgis. Ces films montrent clairement les processus narratifs à partir duquel ils sont générés. En effet, la narration de ces films propose au spectateur divers temps présents, des temps que le spectateur doit mettre en ordre dans le but de créer son propre présent, sa propre structure. Le troisième cas que je vois fondamental ici, et pour moi c'est le plus important parce que ça représente un passage de cette technologie de passage qui était les vidéos, de analogue à digital, c'est que l'allusion à la possibilité de naviguer physiquement dans la base de données. Nous pensons certainement à Steps de Zbigniew Rybczynski. La trame de ce film est entièrement basée sur un voyage virtuel à travers les films, les cuirassés Potemkin. Un groupe de touristes américains voyage dans les chefs-d'œuvre d'Eisenstein, c'est-à-dire dans les films, physiquement, les touristes ils voyagent dans les films. On trouve les mêmes phénomènes dans la trame construite sur des vies fictionnelles comme dans le film Groundhog Day de Harold Ramis, un film qui se construit sur un patron ou base de données parcouru par Bill Murray. Le film présente une narration récursive dans laquelle le protagoniste est obligé d'apprendre à vivre dans un patron récursif. Le même phénomène, on peut le voir dans Run, Lola Run de Tom Tykwer. Alors, si on se tient au cadre théorique développé au cours de cette communication, comment pouvons-nous interpréter l'acte narratif dans notre contexte technologique? Prenons le cas de YouTube, et dans cette étude de cas, nous constatons que les utilisateurs sont constamment en train de se déplacer dans cette base de données colossale, faite d'informations, de références, de répétitions. Dans un certain sens, l'interface de l'utilisateur de YouTube est la totalité même de la base de données. À travers une infinité de liens hypertextuels, de suggestions et de tags, l'utilisateur est submergé dans un unique temps présent. YouTube se présente comme un carrefour de schémas sémiotiques à travers des métadonnées. En conséquence, l'utilisateur de YouTube se déplace toujours dans une sorte de citation ironique du topos. Si on continue avec notre exemple
de la QAC Potemkin d'Einstein, si vous tapez Odessa Steps dans YouTube, vous trouverez non seulement les exemples dont nous avons parlé auparavant, mais d'autres films et d'autres narrations, des métafilms, des parodies amateurs, et des films, des vidéos amateurs, des voyages de famille qui simulent la scène des escaliers d'Odessa et qui met en scène ça. Et non seulement l'utilisateur est pleinement conscient de pouvoir exercer son droit de naviguer dans cette base de données sans fin, mais il est aussi submergé dans une création constante de chaînes sémiotiques, de topoi ou de citations. L'utilisateur navigue la base de données, la transforme, la génère. Ces trajets à travers la base de données sont des schémas qui représentent la structure narrative dans YouTube. À cela, nous devons ajouter le fait que la création des schémas est faite avec des algorithmes développés par la machine. Alors, nous avons vu que la transmédialité était développée fondamentalement grâce au changement technologique. Mais nous avons vu également que ce changement technologique représente surtout une ouverture, une fractalisation du syntagme. Une fractalisation qui modifie notre compréhension de l'acte narratif. La narration a commencé à être vue comme un acte collectif puisque le paradigme s'est ouvert. Si l'on suit ces raisonnements, comment pouvons-nous expliquer l'intérêt qui surgit pendant la dernière décennie pour les préquels, sequels, les spin-offs, les histoires transmédiales, etc. Alors je pense que l'intérêt n'est rien d'autre que la réponse au fait que les spectateurs ou bien les consommateurs a besoin de naviguer la totalité du paradigme, la totalité de la base de données qui représente la totalité de la trame. Même si le médium ne permet pas de naviguer ou de créer son propre schéma sémiotique, sa propre trame, comme c'est le cas de la télévision, le spectateur a besoin de connaître, par exemple, comme c'est la vie de Saul Goodman en dehors du syntagme de Breaking Bad. Et ça, c'est un intérêt et c'est une nécessité aujourd'hui. Et ces besoins, à mon avis, nous permettent d'avancer l'hypothèse que la transmédialité peut être lue, interprétée comme les besoins, la véritable nécessité de naviguer dans une base de données dans sa totalité. Et alors, nous pourrions également prévoir que progressivement, à cause de la convergence médiatique, et la base de données sera exclusivement l'Internet et que toute la narration s'y déroulera sur l'Internet. Alors, la convergence médiatique permise par la technologie numérique nous permettra d'aller tout sur Internet, mais surtout de satisfaire la nécessité de pouvoir naviguer physiquement comme dans les films de Rybczynski, dans les Odessa Steps, pouvoir naviguer sur toute la base de données et pouvoir créer notre propre trame, notre propre histoire. Merci beaucoup.